Les professionnels sont épuisés, les grèves se multiplient comme les pétitions. La situation est inédite. Le système de santé français est à bout. Il est urgent de le réformer. C'est un système qui coûte cher. Mais soigne-t-il encore correctement? Le gouvernement a lancé ce matin un vaste plan, un plan qui prendra du temps. Mais les sparadraps, visiblement, ça ne marche plus. Alors, on va en parler avec nos invités. Olivier Véran, bonjour. Bonjour. Député La République En Marche de l'Isère et rapporteur général de la Commission des Affaires sociales. Et vous êtes vous-même médecin hospitalier, neurologue. Avec nous également professeur Amine Benyamina, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie et d'actologie à l'hôpital Paul Brousse. Renaud Pila, bonjour. Bonjour Marguerite. Et là également de notre service politique. La réforme du système de santé donc est lancée. Comment serons-nous soignés demain? La ministre de la Santé a été interpellée tout à l'heure lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous dire donc et nous assurer que derrière l'annonce de l'ouverture de réflexions et de chantiers à horizon de plusieurs années, les moyens personnels humains seront maintenus, adaptés aux besoins des patients et qu'au niveau des établissements, les économies qui seront demandées ne seront pas d'abord répercutées sur les ressources en personnel? Vous avez raison d'insister sur le travail exceptionnel et le dévouement des personnels hospitaliers. Nous en sommes tous les témoins, tous les jours, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale. Donc aujourd'hui, bien entendu, l'idée n'est pas de supprimer des postes, l'idée n'est pas de supprimer des hôpitaux, c'est de donner aujourd'hui aux hôpitaux les moyens d'être reconnus pour sa valeur ajoutée dans le système de santé français. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre et moi-même avons annoncé un plan de transformation globale. Cette transformation vise à apporter de la cohérence d'ensemble, vise à replacer l'hôpital au sein de son territoire, à favoriser les coopérations interprofessionnelles, à favoriser les coopérations interétablissements et à supprimer, en tous les cas, en partie, cette course à l'activité en réduisant la part de TESA à 50% de l'activité des hôpitaux et du financement des hôpitaux. Bien entendu, dans la réforme de la fonction publique, tous les plans de départ volontaires dont il a été question sur la fonction publique ne concernent pas aujourd'hui la fonction publique hospitalière. Alors, on est peut-être très en deçà des qualifications de la ministre de la Santé. On va demander à nos décodeurs présents sur le plateau, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là, Agnès Buzyn? Ce qu'elle a voulu dire d'abord, c'est qu'on a un hôpital public qui est un outil magnifique dont les Français sont fiers. Et 94% des gens qui travaillent à l'hôpital public sont fiers d'appartenir au service public hospitalier. C'est-à-dire que ce sont des valeurs qui sont vraiment chères aux Français et aux gens qui y travaillent. On a un hôpital public qui est moderne, qui est le lieu de la formation des jeunes médecins, qui est le lieu du soin pour les gens qui ont besoin de soins, qui est un employeur très important dans les territoires dans lesquels il est situé. Et on a un hôpital public qui est un peu asphyxié financièrement parce que on est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus vieux, on a de plus en plus de maladies chroniques. Et oui, et les dépenses de santé augmentent chaque année. Juste un chiffre. Cette année, nous augmentons les dépenses de santé dans notre pays de 4 milliards d'euros par rapport à l'année précédente. 4 milliards d'euros, pour vous donner une comparaison, c'est plus que le budget de la culture de notre pays. Donc vous voyez, la santé est extrêmement gourmande et c'est normal, pour les raisons que j'ai évoquées. Et je vous coupe une seconde, pourtant on a fait des économies sous le quinquennat Hollande. Ça fait 4-5 ans qu'il y a des économies malgré tout. Donc on a l'impression qu'on demande sans arrêt des économies aux Français. Vous avez raison, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on essaye de faire rentrer de force un rond dans un carré. Voilà. En disant ça tiendra. Voilà. Au bout d'un moment, le problème, il n'est pas conjoncturel, il est plutôt structurel. C'est-à-dire qu'il faut une réforme profonde du fonctionnement de notre système de santé. Pourquoi du système de santé et pas de l'hôpital? Parce que si on prend juste un petit bout, une petite focale du système de santé, on passe à côté d'autres enjeux. C'est pas que l'hôpital. C'est l'hôpital, c'est la médecine de ville, c'est les médicaments, c'est tous les pôles de dépenses, c'est la formation des professionnels de santé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quasiment 20% des jeunes médecins formés qui vont faire autre chose? J'ai dit tout le mal que je pensais du numerus clausus, par exemple, qui empêche les jeunes Français de faire médecine en France. C'est toutes ces réformes-là. Si on prend un petit bout par petit bout, on passe à côté de la cible. La réforme de l'hôpital, c'est la réforme de la recherche, la réforme de la formation. C'est comment est-ce qu'on conserve des lits là où on en a besoin, comment est-ce qu'on les transforme là où on n'en a plus besoin. Je vous donne un exemple concret. Vous avez dit, je suis médecin hospitalier, neurologue au CHU de Grenoble. Il y a maintenant 6-7 ans, j'ai transformé une unité de 20 lits où les gens passaient la nuit et la journée, une unité classique. Je l'ai transformée en hôpital de jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai dit aux patients, vous n'avez plus besoin de passer la nuit entre deux perfusions, vous pouvez rentrer chez vous dans de bonnes conditions, vous venez 2 heures dans la journée avoir votre traitement, et le soir, vous êtes avec votre famille. Vous mangez votre repas, et pas le repas. Ça coûte combien? Mais attendez, avant même de parler du coût, vous n'avez plus la gamelle hospitalière. Vous savez qu'on mange pour 5 € par jour à l'hôpital, tout inclus. 5,40 € par jour
entre le petit-déj, le déjeuner et le dîner. Là, vous mangez chez vous. Vous avez moins de risques d'avoir des infections nosocomiales, les infections, les petites bêtes qu'on attrape quand on reste dans l'hôpital. Ça, c'est l'ambulatoire. Plus courte, c'est pas au détriment du patient. Mais non, et le problème, c'est qu'on le présente toujours dans une logique financière, alors que la logique, elle est d'abord sanitaire, c'est aussi une logique d'équilibre pour la vie des malades. Et tous les pays civilisés, avancés, qui ont un système hospitalier moderne, ont développé l'ambulatoire. Nous développons l'ambulatoire en chirurgie, il faut qu'on le fasse encore en médecine. C'est pas pour dire moins d'hôpital à tout prix. Ça veut dire, si on veut conserver à la fois un hôpital partout, un hôpital performant, un hôpital qui est le lieu de la formation, de la recherche et du soin de qualité, si on veut conserver tout ça et ne pas supprimer de postes, à un moment donné, il faut se dire que l'hôpital il doit fonctionner différemment. Et quand c'est pour le mieux pour les malades, quand il y a vraiment un besoin. On est tous d'accord. Alors différemment, quand il y a vraiment un besoin. Bien sûr. Avis, parce qu'effectivement, là, c'est le constat global. Il y a même Jean-Paul Hamon, médecin urgentiste sur notre antenne ce midi, qui parlait d'un chef-d'œuvre en péril. Ça veut dire qu'on est un système d'excellence et que peut-être on ne l'est plus. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on en parle. Et ça fait, moi j'ai fini mon internat en 1996, ça fait 22 ans que je suis diplômé, thésé de la psychiatrie. Depuis, je suis rentré dans le système actif. On parle des problèmes des hôpitaux. Je suis psychiatre, moi j'ai connu la fermeture des grands hôpitaux psychiatriques et depuis toujours, j'ai entendu parler de ça. Depuis qu'on est né, depuis qu'on est né. Moi, pratiquement, j'entends parler de réforme de l'hôpital. Pratiquement, j'ai été abreuvé à la T2A, c'est du charabia, T2A, T2A, c'est la rémunération à l'acte. Et donc, on a imprimé, on a appliqué pour essayer finalement de colmater cette espèce de déficit chronique que vous dites de l'hôpital, des mesures qui sont des mesures d'entreprise. Il faut dire les choses par leur nom. Et à un moment donné, on n'a pas consulté les Français pour leur demander est-ce que vous êtes prêts à mettre ce qu'il faut pour finalement ce chef-d'œuvre en péril dont vous parlez, vous voulez le maintenir. Et je pense que c'est une vraie question de démocratie et de choix, de société, qui a été plus ou moins abordée par Olivier Véran. Est-ce que souhaitez-vous que l'on privilégie finalement votre hôpital et votre santé? Ça coûte, ça a un prix. À un moment donné, on arrête de faire rentrer le rond dans le carré, parce que quand on fait rentrer le rond dans le carré, comme ça a été dit, eh bien, il y a des personnes, il y a ce qu'on appelle des soignants, y compris l'administration, qui vont sentir ce rond dans le carré, qui vont commencer à craquer. C'est ce qui se passe. Bon, je suis chef de service d'un grand département, j'ai des arrêts. Ce sont des arrêts liés au fait que les gens en ont marre. Il y a du burn-out, il y a de la fatigue. Il y a le sentiment qu'on est en train d'avancer et que rarement les résultats ne sont consacrés par c'est bon. On a le sentiment d'avancer vers quelque chose, vers l'infini, et puis ça ne marche pas. Et donc à ce moment-là, on a un système vicieux qui se met en place. Les gens s'arrêtent. On a moins d'activité, on a moins d'argent qui rentre. Vous en parlez justement. Voilà, donc c'est tout ça qui devient inextricable. Et on arrive à la fin d'un système qui a montré ses limites. Et là, la fierté de l'hôpital français, qui est le nôtre, dont on a parlé, qui nous a formés, qui fait que la France est un grand pays de santé et de médecine, au bout d'un moment, cette fierté finira bien un jour par nous quitter. Vous avez parlé des arrêts maladie. Alors, entre autres, c'est ce qui concerne l'hôpital d'aujourd'hui, le problème de l'hôpital en chiffres. C'est ce que nous voyons avec Marie Belot. Il existe en France aujourd'hui 3089 structures de soins et nous sommes bien au-dessus des pays de l'OCDE en termes de capacité d'accueil, avec 6 lits pour 100 000 habitants. Mais le malaise dans le secteur est réel. La dette est colossale. 29,8 milliards d'euros. Les hôpitaux sont dans le rouge et la Cour des comptes pointe 319 établissements en situation d'endettement excessif, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie. Dans le même temps, le secteur hospitalier continue d'accumuler les déficits. C'est historique. Pour 2017, cela devrait atteindre 1,5 milliard d'euros, un montant inédit et alarmant pour la Fédération hospitalière de France, qui met cela sur le compte des plans d'économie demandés par l'État et sur une activité moins dynamique. En termes de personnel des hôpitaux privés et publics, les arrêts maladie sont plus élevés que la moyenne. 10 jours d'arrêt maladie, contre 7,9 pour les autres secteurs d'activité. Cela concerne en majorité les aides-soignants, les agents d'entretien, mais aussi les infirmiers. En cause, les différences de conditions de travail, les contraintes psychosociales et les exigences émotionnelles. Alors la question peut être naïve, on voit le constat effectivement qui est assez alarmant, vous l'avez dit vous aussi, mais quand on vous écoutait tout à l'heure Olivier Véran, vous disiez c'est normal aussi, on est de plus en plus nombreux donc à vieillir, devoir être pris en charge, mais ça veut dire qu'à un moment donné on n'a pas pris en compte cet état de fait, on a laissé filer, on n'a pas pris le problème à bras-le-corps. En fait, quand vous votez, chaque année vous votez au Parlement un budget pour les dépenses de santé. Vous avez les dépenses de médecine de ville, des dépenses consacrées à l'hôpital, les dépenses pour les médicaments, les transports médicaux, etc. L'une des seules dépenses qui ne peut pas être explosée, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de trou à la fin de l'année, c'est la dépense de l'hôpital. Parce que vous votez un budget pour l'hôpital
que l'ensemble des hôpitaux doivent se répartir. D'accord ? Comment est-ce qu'on fonctionne ? On dit une année, il y a 15 ans, on a évalué, mettons qu'une chirurgie d'appendicite, ça valait 100 €. Ça vaut beaucoup plus, mais on va dire 100 €. Et donc, on disait à l'hôpital, si vous faites 10 chirurgies d'appendicite, vous aurez 10 fois 100 €, c'est-à-dire vous aurez 1000 €. Sauf qu'à la fin de l'année, on se rend compte qu'il y a eu plus d'appendicite que prévu. Et donc, on est obligé de baisser la valeur de l'activité de l'appendicite. Et on va dire à l'hôpital, on ne peut pas vous donner les 100 € par appendicite, on va vous donner 98. L'année d'après, vous dépassez encore, vous dites, on ne peut pas vous donner les 98, on va vous donner 96. Une année, 2 années, 3 années, 4 années, vous dites, bon, on réduit les dépenses, on améliore notre fonctionnement, on fait moins d'hôpital, un peu plus d'ambulatoire, c'est-à-dire on réduit la durée moyenne de séjour et on demande aux soignants de faire des efforts. Quand vous en êtes à 10, 12 ou 15 ans, où chaque année vous dites, on déborde l'enveloppe, on va encore baisser la valeur, et que vous n'êtes plus à 95 € au lieu de 100, mais que vous êtes à 70 ou 75, c'est là que ça commence à craquer. Et c'est là que vous dites, il faut qu'on commence à faire des choix. Donc quand vous dites on a laissé filer, c'est pas tout à fait exact, dans la mesure où ça fait 20 ans qu'on a un déficit de la Sécu. Au total, on a accumulé 160 milliards d'euros de dettes depuis 1998, qu'on est en train de résorber. Et donc cette trajectoire, si vous voulez, de réduction des déficits, elle s'accompagne de mesures structurelles sur l'hôpital, et on est arrivé au bout du bout. Et j'ai envie de dire, c'est pas la façon de répartir l'argent vers l'hôpital qui pose souci aujourd'hui, c'est l'inadéquation entre les besoins théoriques de l'hôpital et les besoins réels. Donc vous avez deux possibilités, et je termine là-dessus. Quand vous êtes décideur public, vous avez deux possibilités. Où vous dites, j'augmente encore le budget de l'hôpital, donc je baisse celui de l'armée, celui de la culture, celui de... Voilà, on prend encore davantage. Ou vous dites, on va devoir permettre à l'hôpital de remplir ses missions, mais de façon différente. Et c'est plus la politique du rabot où chaque année on enlève un petit peu du tarif à l'acte. On est en train de dire complètement autre chose. On est en train de dire l'hôpital va se moderniser, se restructurer, va fonctionner davantage vers l'ouverture vers la médecine de ville, de façon à pouvoir remplir ses missions dans de bonnes conditions. On est en train de dire aux soignants, c'est très important ce qui a été dit ce matin par le Premier ministre et la ministre de la Santé, on est en train de dire aux soignants, aux gens qui attendent depuis des années qu'on leur tienne ce discours, que la politique du rabot s'arrête, elle va s'arrêter, et qu'on a entendu qu'il y avait ce problème. Le temps des rafistolages est révolu, a dit le Premier ministre, d'où, après l'expression de la ministre de la Santé, on veut une transformation globale. Et donc, ça va prendre du temps. Ah, ça prend 3 mois de concertation. Vous savez, c'est la méthode macroniste. Hein. C'est vite et efficace. Hein, donc, Juste une précision pour essayer de comprendre pourquoi cette philosophie de réforme est différente des autres. C'est que, apparemment, en 2004, la T2A, ce qu'on appelle T2A, c'était le financement des hôpitaux. Et en gros, pour prendre un exemple qui peut pas choquer, mais on faisait énormément de nuits, un peu comme les hôtels, pour faire du chiffre, pour que les hôpitaux aient de l'argent. Et vous, votre philosophie, c'est de dire maintenant, on va plus donner le budget en fonction du nombre de nuits, du nombre d'actes, de la quantité, mais réduire cette part à 50%, c'est ça. Et l'autre part, ça sera plus sur ce qui a été fait vraiment, contrôlant. C'est ça la différence ? Oui, moi j'ai fait un rapport, vous savez, pendant 2 ans j'ai travaillé au contact des hôpitaux, j'ai remis un rapport il y a un peu plus d'1 an sur une réforme de financement des hôpitaux, je ne disais pas autre chose, donc moi je bois du petit lait quand j'entends ce qui est dit ce matin. Je vous donne un exemple, une réanimation, un service de réanimation c'est ouvert sur autorisation de l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire que l'agence dit à l'hôpital, vous devez avoir 10 lits de réanimation ouverts, là. La réanimation est payée à l'activité. Ça veut dire que s'il y a un malade dans votre lit, vous touchez de l'argent. Mais s'il n'y a pas de malade, vous perdez de l'argent parce que vous ne pouvez pas supprimer du personnel une nuit sur 2 parce qu'il n'y a pas de malade. Il y a beaucoup de Donc, mais le réflexe des hôpitaux, c'est de dire on va mettre des malades en réanimation qui ne relèvent pas forcément de la réanimation. Ah oui, voilà. Forcément. Pour être payé. Alors moi, qu'est-ce que je dis tout concrètement ? Les coûts d'un service de réanimation, 85% des coûts, c'est des coûts fixes. C'est le personnel, c'est l'équipement. La lingerie. Donc, étant donné que c'est un régime d'autorisation, étant donné qu'on dit à l'hôpital, vous devez avoir ces lits ouverts, ça ne sert à rien de les payer à 100% à l'activité. On peut leur mettre 10 ou 15% à l'activité, et le reste, on paye les lits. Et si on n'en a pas besoin, on les ferme. Vous voyez ? C'est ça la différence. C'est ça la politique qu'on doit mener. Vous faites partie des médecins qui ont signé cri d'alarme, ce cri d'alarme des 1000 médecins mi-janvier. Vous dénonciez finalement se faire toujours plus avec toujours moins. Et vous avez été entendu finalement, il y a eu pas mal de pétitions depuis la vôtre. Il y a eu celle par exemple peut-être à Libération, encore une fois hier, vous l'avez peut-être lu, qui émane de citoyens. Et alors ça nous interpelle parce que vous parlez aussi des moyens financiers qui vous manquent cruellement. Ça a peut-être des répercussions pour nous patients, puisque cet appel des citoyens parle de dégradation des conditions de travail des personnels hospitaliers qui a un impact sur nos vies dans leurs moments les plus délicats lorsque nous sommes les plus fragiles. Quand nous sommes des accidentés, frappés par la maladie, grabataires ou en fin de vie, la qualité des soins et l'attention dont nous avons besoin sont de plus en plus menacés.
C'est ça, Absolument. notre système de santé aujourd'hui. Merci de faire référence à la tribune que nous avons signée. Je veux remarquer une chose importante, c'est que cette tribune est une tribune responsable dans laquelle, à la fin, il y a des propositions qui ont été faites. C'est l'une des rares fois, parce que souvent les médecins, ce qui n'est pas complètement faux, il y a quelques années, étaient des dépensiers, en quelque sorte, irresponsables. Ce sont des acteurs actuellement responsables également vis-à-vis de ce que les actes Bien vont sûr, mais coûter. d'où cette pression supplémentaire. C'est une pression supplémentaire et je peux vous assurer qu'en tant que chef de département, pas plus tard qu'hier, j'étais à la conférence budgétaire de mon hôpital et je me suis senti très responsable de la manière avec laquelle mes hôpitaux de jour fonctionnaient. Et sur le texte qu'on a signé, on a bien montré quelques pistes et je dois reconnaître certaines idées ont été reprises ou bien elles étaient dans l'air du temps, notamment la digitalisation, l'ouverture vers l'ambulatoire, la nécessité de prendre en charge des patients, quelles que soient les pathologies, l'optimisation du personnel, tout ça, on l'a compris. Ce qu'on a demandé, et ce qu'on demande à l'exécutif, c'est de ne pas avoir cette approche qui soit dogmatique avec, finalement, la tyrannie de la T2A, et qu'il y a des pathologies qui ne peuvent pas rentrer dans la définition de la T2A. Ce matin, un de mes camarades, un de mes collègues a répondu à un de vos collègues de la presse écrite en disant « Comment vous allez financer une femme qui vient aux urgences, qui est une femme battue ?» On va prendre du temps pour l'écouter. Il y a des spécialités auxquelles ne s'applique pas de manière cohérente et de manière adaptée la T2A. La psychiatrie, par exemple, ou bien les pathologies un peu limites. Vous me direz la dotation globale pour la psychiatrie, mais tout le monde le sait que parfois la psychiatrie vient compenser d'autres spécialités, tant mieux. Donc c'est tout ça, c'est tout cet aspect, c'est tous ces interstices sur lesquels on demande à l'exécutif de faire preuve de souplesse, mais en même temps de faire preuve de responsabilité partagée. Mais écoutez, peut-être la philosophie globale du gouvernement pour le système de santé, est-ce qu'il n'y a pas finalement un virage qui est opéré ? Vous allez nous expliquer. Édouard Philippe, donc, qui s'exprimait ce matin. Le sens que je vous proposerais volontiers d'adopter, c'est celui du patient. Et la boussole, ce serait la qualité et la pertinence. Un sens et une boussole qui suppose de mener 5 grands chantiers pour passer d'un système encore trop cloisonné, fondé sur des soins curatifs tarifiés à l'acte, une course au volume bien souvent, et une régulation budgétaire, à un système qui serait davantage tourné vers la prévention, la coordination, la qualité et l'accès aux soins. Voilà, moi ce que j'entends effectivement, on est peut-être trop orienté vers le curatif aujourd'hui. Il va falloir peut-être tourner le regard plus vers la prévention aujourd'hui. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Absolument. La révolution de la prévention, la réduction de la T2A à 50%. Et l'innovation. Si j'étais taquin, je dirais attention, la dotation globale, c'est-à-dire la T2A, il n'y a pas un synonyme pour qu'on puisse mieux la T2A, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'appendicite qui vaut 1000 et on vous donne 1000 ou on vous fait 100 et on vous donne 90. Finance l'hôpital. Vous faites exactement. L'argent qu'on reçoit des hôpitaux. Exactement. Et auparavant, vous aviez la dotation globale, c'est-à-dire un budget que vous donniez chaque année à l'hôpital. C'est le cas de la psychiatrie. C'est sur le cas. Je ne suis pas sûr qu'on enregistre les meilleurs résultats en matière de politique de santé en psychiatrie. Parce que dites-moi quand vous arrivez à avoir un accès à un pédopsychiatre sur le territoire français dans les 18 mois. Mais bon, c'est un chantier qui va être pris en compte. Mais sur la prévention, parce que moi je trouve ça intéressant, ça veut dire que ce serait tout le système de santé français qui serait quand même revu. On est le système de santé, nous avons le système de santé le plus performant au monde. C'est pas moi qui le dis, ce sont deux prix Nobel américains qui le disent. C'est The Lancet, qui est la plus grande revue internationale, qui titrait sur la France avec un drapeau français en mettant super le système français, et c'est l'OMS qui nous classe encore comme cela. Ça veut dire qu'on est les performants aujourd'hui. Les Français sont les mieux soignés. Par rapport à l'argent qu'on met, oui. Sûr, absolument. Et en revanche, nous sommes le 34e pays de l'OCDE en matière d'investissement dans la prévention. Ah bah oui. 5 milliards d'euros sur 200. Mais est-ce que ça coûterait pas moins cher ? 5 milliards d'euros sur 200. C'est bien sûr que ça coûterait moins cher. Mais bien sûr. Mais vous savez, si on lutte contre... C'est pas un monsieur que je vais lire. Si on lutte efficacement contre le tabac, on peut réduire entre 40 et 100 milliards d'euros les dépenses chaque année. Si on lutte contre l'obésité, j'ai fait une taxe sur les sodas, on peut me le reprocher, mais je me bats pour ça, parce que la prévention, c'est aussi ça. Ça le permet. La santé environnementale, si vous réduisez les fumées des bagnoles, etc., on sait très bien que ça a un impact sur la santé, mais nettement supérieur à tout ce qu'on pourrait mettre dans la médecine curative, en réalité. Donc ce virage, il doit être pris, mais j'attire votre attention sur le fait que si je suis responsable du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale, si demain les parlementaires disent maintenant on va extraire 5 milliards d'euros des dépenses du curatif, c'est-à-dire que les dépenses des médicaments de l'hôpital et de la ville, et on va l'investir ailleurs pour la prévention, on va l'investir sur le travail, on va l'investir sur les transports, on va l'investir sur l'environnement, ce qu'il faut faire. Mais ces 5 milliards d'euros-là, si on les récupère sur le curatif, je n'ose pas imaginer la réaction de l'hôpital. Donc vous voyez, l'équation est extrêmement complexe. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la réussir.
Mais ça veut dire qu'il fallait une prise de conscience courageuse. Et ce que j'ai entendu ce matin, encore une fois, me plaît beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Moi, ce que je viens d'entendre dans le résumé que vous venez de passer, c'est merveilleux. Je bois, j'achète, comme dirait... un célèbre animateur. Non, mais absolument, c'est fantastique. C'est l'état d'esprit dans lequel on veut aller. Maintenant, le diable se niche dans les détails. On va voir comment les choses vont être traduites, comment les choses vont s'organiser. De ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, il y a des commissions qui vont travailler vite pour proposer des choses. Mais je dirais à Olivier Véran qu'on aura une zone de chevauchement qu'il faudra assumer conjointement entre la philosophie, c'est un état d'esprit dans lequel on a été construit en France. D'emblée, on va aller vers l'hôpital, on va directement lorsqu'on est malade, on ne fait pas les examens dans le cas de la prévention, les dépistages, c'est pas encore dans notre philosophie, le travail des préventions, on a du mal, on est parfois tiraillé par des lobbies, hein. Je profite pour le dire. Ça c'est sûr, il y aura des résistances. Écoutez, sur la question de l'alcool, par exemple, le vin, l'alcool, la semaine dernière, la ministre a pris ses responsabilités, on l'a applaudi, moi je préside la Fédération française d'addictologie, j'ai une deuxième casquette. Je peux vous assurer que depuis une semaine, elle est pilonnée sur le net par le lobby de l'alcool. Et je pense qu'il faut vraiment prendre à bras-le-corps tous les problèmes. Celui-ci en est un. Et je sais, parce que je connais les prises de position d'Olivier Véran, et là-dessus, il faut être courageux. C'est 130 milliards engrangés qui nous coûtent en matière de problématiques liées à la consommation d'alcool. Et à côté de ça, on fait 20 à 30 milliards de bénéfices sur les taxes. Donc ce sont des choses comme ça pour lesquelles il faut de la pédagogie et éveiller les esprits des Français. Ils accepteront de faire des sacrifices si réellement on est transparent sur toute la gamme. S'ils comprennent. Ça va être... Autre chose, qui est extrêmement nouveau, et je plaide pour ça depuis des années, et ça a été annoncé ce matin. Et j'attire votre attention parce que c'est pour l'hôpital une révolution. Quand on parle d'évaluer la qualité des soins, jusqu'ici, pour évaluer la qualité des soins à l'hôpital, on avait ce qu'on appelle les indicateurs de processus. Qu'est-ce que c'est ? Je vous donne un exemple, il est un peu vieux, il est connu, mais peu importe. Pour envisager le risque de transmettre de la part des soignants des infections aux malades, on allait mesurer la quantité de bouteilles de gel hydroalcoolique, vous savez, ce gel qui nettoie les mains, utilisé dans les services. Bon, demain, on va pouvoir avoir des indicateurs de résultats. Quel est le taux, quel est le risque de ressortir avec une infection de l'hôpital quand on y rentre ? Moi, comme citoyen et comme patient, ça me paraît plutôt sensé. Il y en a beaucoup en France, par exemple. De moins en moins. Deuxième niveau d'indicateur, il y a 3 niveaux. Deuxième niveau d'indicateur, on va demander aux patients d'évaluer la qualité des soins qu'ils ont reçus, la façon dont ils ont été traités. Je vous donne un exemple, je suis neurologue, je transfère un malade de neurologie vers un service de rééducation un vendredi, midi, il va arriver le vendredi après-midi en rééducation, il ne verra pas de kiné ni personne de tout le week-end. Si vous allez le voir lundi pour dire comment ça se passe votre rééducation, votre patient va vous dire je me demande... Mais là vous allez avoir des volumes de pas contents. Troisième indicateur, et c'est un indicateur composite qui permettra de sortir justement la réalité des choses. Troisième indicateur, ça va peut-être vous paraître révolutionnaire, mais moi, ça me paraît une évidence. On va demander aux soignants de donner le niveau de confiance qu'ils ont dans la qualité des soins qu'ils allouent à leurs malades. Je vous donne à nouveau un exemple concret. Vous êtes aide-soignant. Vous faites la tournée des plateaux repas pour vos malades. Vous êtes appelé pour faire un soin en catastrophe. Vous posez le plateau repas sur la tablette d'un malade qui n'a pas la possibilité de manger tout seul parce qu'il a un handicap. Et 1 heure plus tard, vous venez chercher le plateau froid que le patient n'a pas mangé, vous êtes obligé de le jeter. Quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas très content. Donc, être capable d'avoir ces indicateurs et de demander aux soignants aussi, et finalement, on s'inspire des modèles anglo-saxons, et qui marchent d'ailleurs même dans le secteur privé. J'ai vu que dans l'hôtellerie, je crois que c'est le groupe Accor, ils demandent au personnel de leurs hôtels le taux de satisfaction et de confiance dans leur capacité à allouer des services de qualité. Et ils voient que ça varie exactement avec l'activité de leurs hôtels. Donc voilà, encore une fois, c'était quelque chose qui était tabou. Mais alors, voilà, exactement. Juste un mot, on va vous répondre. Management, arrivée des méthodes de l'entreprise, salaire au mérite, travail au mérite. Mais c'est tout le contraire. Non, mais c'est tout le contraire. Mais on peut imaginer certains syndicats être contre ce genre de méthode. Qu'est-ce que vous allez leur répondre ? Mais il n'y avait pas de voie d'expression. Jusqu'à aujourd'hui, un soignant qui va mal, ou il signe une tribune dans l'IB, ou il se met en arrêt maladie, ou il est en colère, il n'y a pas de moyen aujourd'hui d'expression du malaise des soignants. Ce qu'on dit, c'est qu'on doit prendre soin de celles et ceux qui prennent soin de nous au quotidien. Et l'avancement au mérite. La première étape, c'est de leur demander comment ça va. Et l'avancement au mérite. Attendez, et l'avancement au mérite dans le secteur public, parce que jusqu'à maintenant, voilà, comment vous allez expliquer aux gens qu'on pourra avancer plus vite dans le secteur public avec le statut de fonctionnaire si on est plus efficace ? Ça, c'est une révolution. Comment vous allez faire accepter ça ? Vous savez, c'est pas forcément une question d'efficacité. Moi, je suis fonctionnaire. Alors, je ne le suis plus parce que je suis député. Oui. Quand j'ai signé pour être praticien hospitalier, c'est-à-dire fonctionnaire de la fonction publique hospitalière, je savais que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'activité que j'allais faire, quelle que soit la qualité des services rendus aux malades,
pendant les 35 prochaines années de ma carrière, j'allais évoluer avec une grille qui était allouée par avance. Fixe jusqu'à la retraite. Vous saviez ce que vous avez à faire. Exactement. Absolument. Et qui ne tient, nul, même si vous êtes nul. et qui ne tient, mais même pas que la question de qualité, qui ne tient pas compte des activités que je peux avoir par ailleurs, qui ne tient pas compte de savoir si je m'implique dans le fonctionnement de mon hôpital, qui ne tient pas compte de savoir si bien que n'étant pas universitaire, je donne des cours, si je fais de la recherche, tout ça n'est absolument pas pris en compte, c'est même pas colligé, il y a nulle part où c'est, voilà. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on va introduire, on garde un socle sécurisé nationalement, celui de la fonction publique, auquel, je le disais tout à l'heure, 94% des gens qui y travaillent, ils sont attachés à cette fonction publique. Par contre, on va pouvoir mettre de la contractualisation au sein des membres d'une équipe médicale, par exemple, parce que souvent, il y a beaucoup de bazar, aussi beaucoup de burn-out, à cause des conflits entre médecins. Hein. Vous savez, c'est pas le méchant directeur et les gentils médecins. Souvent, les médecins, entre eux, pour des raisons... Hein, Donc, on va pouvoir mettre de la contractualisation, et davantage de contractualisation aussi entre l'établissement et une équipe. On n'est pas en train de parler de mérite, on est en train de parler d'introduire de la modularité, de reconnaître les missions et les fonctions de chacun, ce qui jusqu'ici était nié, lors même que les syndicats le demandent. J'en étais. Oui. Vous allez parler de vos expériences aussi personnelles. Vous parliez du meilleur système de santé au monde, et pourtant on assiste à des situations qui sont absolument condamnables, et ce sont des personnels soignants qui s'en plaignent sur Twitter. Il y a un hashtag qui a été créé, balance ton hosto. Effectivement, il y a des témoignages, que ce soit de médecins, d'infirmiers ou d'aides-soignants. On va en lire quelques-uns et vous allez nous dire si ce sont des choses que vous avez pu vous aussi rencontrer. Regardez, quand le soir, tu ne peux pas revoir ta maman en soins intensifs car le personnel est occupé sur d'autres patients. Elle était, alors que ma mère donc était à quelques mètres de moi. Un autre témoignage: quand tu retrouves ta collègue en pleurs, en boule, dans une chambre parce qu'on n'a pas voulu trouver de remplaçant pour l'arrêt maladie. On n'a même pas cherché, vous vous débrouillez bien, lui a-t-on répondu. Quand tu as que 5 draps pour 12 patients, et donc 7 patients avec des draps dégueulasses, mais tu n'y peux rien, restriction budgétaire, hein. J'ai une pensée pour les agents ou les agentes qui, en pareille structure, font un remarquable service de soins et de thérapeutique auprès des enfants, adultes et personnes âgées dans des conditions de travail indignes d'une nation qui se dit 5e puissance du monde. C'est ça aussi l'hôpital en France aujourd'hui. C'est l'hôpital, et on a fait porter sur les personnes. De fait, finalement, ce sont les derniers, finalement. C'est eux qui touchent la réplique comme une espèce de séisme, mais ce sont le personnel en contact avec les patients qui, finalement, subissent cette contrainte, cette espèce de double lien, en quelque sorte, fait avec l'impossibilité de faire, finalement. Et on arrive, c'est pour ça qu'on arrive à un système qui devient totalement hermétique, fou, et pour lequel je pense que les propos du Premier ministre sont les bienvenus. Ça, c'est extrêmement important. On n'y arrive plus. Et donc, c'est pour ça qu'il faut inventer quelque chose de nouveau, et on a beaucoup d'espoir. Hein. Je remarque, je vous ferai de nouveau remarquer que la tribune n'est pas une tribune de syndicalistes. Non, c'est une tribune ouverte dans laquelle on dit ça ne va pas, voilà. On pense que ça pourrait aller mieux comme ça. Ça a été écrit dans cet esprit, très courte, hein, ça a été écrit dans cet esprit. Je veux reprendre, si vous me permettez, cette notion de prévention. C'est vrai que la prévention, c'est important, il faut la faire. Mais il faut la faire vraiment, et il faut aussi intégrer ce qui se fait dans certains pays anglo-saxons, c'est l'enseignement de la prévention aux administrations. Les gens qui les donneurs d'ordre, finalement, il faut qu'ils comprennent ce que c'est que la prévention. Et donc, le système de la prévention doit s'enseigner depuis les acteurs donneurs d'ordre jusqu'à ceux qui sont les exécuteurs de ces ordres. Et ça, en gros, on leur explique. Il y a des enseignements de la prévention. Donc, qu'est-ce que c'est que la prévention ? Qu'est-ce que la mesure ? On ne sait pas mesurer en France, ou bien quand on mesure partiellement. Une politique doit être mesurée. On ne donne pas de l'argent sans demander des comptes, ce qui est vrai. Et si on demande des comptes, ce n'est pas... Absolument. Si on demande des comptes, ce n'est pas pour les pénaliser, c'est pour renforcer ceux qui travaillent bien et amener ceux qui sont à la traîne à arriver au bon niveau. Et ça, c'est important. Et c'est vrai qu'on a vu ces témoignages. Chacun a eu une expérience avec l'hôpital, alors plus ou moins bonne, effectivement. Quelquefois, il y a des témoignages assez glaçants. Et pourtant, les Français gardent confiance en leur hôpital. Regardez là, un des sondages assez récents. Et on voit que c'est même... La confiance est supérieure au privé, on le voit ici. 84% globalement donc des Français ont confiance en leurs professionnels de santé, et on voit que pour l'hôpital public, 6% pour les élus, c'est plus c'est 6% pour les élus. Merci pour la comparaison. Quand j'ai la blouse blanche, je suis à 84%. Quand j'ai les chartes tricolores, je suis à 6%. Vous inspiriez davantage. C'est le dernier rempart. Donc voilà, c'est le dernier rempart. Et pourquoi dernier rempart, vous dites, c'est-à-dire dans la société, vous savez, moi je suis à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Hein. C'était quand même c'était des bâtiments qui appartenaient à l'Église. Quand on savait où nous par aller, on allait s'abriter là et on était soigné. C'est la réalité. C'est-à-dire, toucher à l'hôpital, c'est toucher quand même au bien fondé du vivre ensemble et du commun. Bien soigné en France. Oui. Et puis on a,
L'hôpital français, c'est celui qui a développé le cœur artificiel. C'est celui qui est en train de développer des méthodes qui vont permettre de guérir le cancer. C'est celui qui forme des légions de soignants dont la qualité et les compétences sont reconnues dans le monde entier. Vous savez, j'étais en marge de la visite présidentielle, j'étais en Chine, à Pékin et Shanghai sur 2 jours. J'ai visité des hôpitaux là-bas. Quand les Chinois nous parlent du système hospitalier français, je peux vous dire qu'ils ont les yeux qui brillent. Si vous allez aux États-Unis, ils mettent quasiment 2 fois plus d'argent que nous sur la table, avec 10 ans d'espérance de vie de moins. Quand vous allez dans la plupart des pays européens, on parle du système français, du système hospitalier français, comme de quelque chose qui fait envie. Donc, aujourd'hui, l'hôpital, il est très beau, il fait encore envie, il a toutes les valeurs et toutes les qualités. La seule chose, c'est que, attention de ne pas trop tirer sur la corde, parce qu'on peut arriver à un moment donné, on bascule vers quelque chose de moins bien. Mais encore une fois, on peut être fier de notre hôpital. Oui, mais je reviens à une question qu'on se pose tous, patients français, c'est quand on dit il va falloir rester moins longtemps, mais mieux. Et comme on a l'exemple, beaucoup de pays anglo-saxons où, en gros, dans l'imagerie populaire, on se dit « Oh là là, mais aux États-Unis, en Angleterre, hop, pour une opération, 24 heures, et vous sortez, vous êtes à peine guéri. » On ne veut pas ça en France. Ouais. On entend, on ne veut pas ça en France. Donc cette philosophie de l'ambulatoire, où finalement, on restera moins, mais mieux, comment l'expliquer à l'opinion ? C'est pas parce qu'on reste pas longtemps à l'hôpital qu'on est moins bien soigné. Il faut fonctionner par l'exemple. Vous savez, j'ai mis dans la loi, dans le mandat précédent, les hôtels hospitaliers. Ouais. C'est quoi l'hôtel hospitalier ? Hôtel hospitalier, qu'est-ce que c'est ? Très concrètement, si vous avez, mettons, une chirurgie du sein après un cancer, je prends cet exemple-là, vous devez montrer votre cicatrice tous les jours pendant 8 jours. Si vous avez la chance d'habiter à 2 km ou 5 km de l'hôpital, vous rentrez chez vous et vous revenez dans la journée pour montrer votre cicatrice. Si vous habitez à 50 km, vous allez passer 8 jours à l'hôpital. Voilà. Donc l'hôtel hospitalier, c'est de dire une structure non médicalisée dans les murs de l'hôpital où vous allez pouvoir passer des nuitées qui vous sont remboursées. Vous pouvez même dormir avec votre conjoint. Vous pouvez recevoir vos enfants le matin et l'après-midi. Vous n'avez pas le thermomètre qui vous est mis au petit matin et vous n'avez pas la bouffe de l'hôpital. Donc je veux dire, c'est plutôt pas mal. Ça se développe dans plein de pays. Quand on en parle en France, mais moi je l'ai mis dans la loi. J'ai dû me battre pour le mettre dans la loi et à l'arrivée, on m'a sorti une expérimentation dotée d'1 million d'euros par an. Mais vous savez quelles sont les critiques que j'ai entendues ? Contre qui ? J'ai dû me battre contre l'administration centrale. L'administration ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur d'une concurrence, elle a peur de... Non, parce que, oui, il y a une espèce d'ambivalence, si vous voulez. L'administration centrale vous dit on doit faire le virage ambulatoire, c'est-à-dire on doit faire moins d'hôpital et plus de médecine de ville. Et donc, il y a cette volonté, toujours ce titillement de se dire, si on permet à l'hôpital de développer de nouvelles activités, ça va contre le fait de développer la médecine de ville. Mais moi, ce que je leur dis qu'il y a beaucoup de territoires dans notre pays dans lesquels vous avez 2 hôpitaux, distants de 100 km, et au milieu, vous n'avez pas de médecine de ville. Il faut qu'il y en ait. Il faut qu'on se batte pour qu'il y en ait. Il faut qu'on l'installe, cette médecine. Quand je veux supprimer le numerus clausus, par exemple, même si ça, c'est une solution de très long terme, il faut qu'il y en ait. Médecine de ville, quand il n'y en a pas, les médecins qu'on voit... mais quand il n'y en a pas, si vous avez un diabète compliqué et que vous habitez entre 2 hôpitaux distants de 100 km et qu'il n'y a pas de diabétologue en ville, vous êtes bien obligé d'avoir recours à l'hôpital. Or, l'administration centrale a eu tendance, c'est plus le cas aujourd'hui, justement, mais a eu tendance à dire à l'hôpital, non, c'est pas à vous de faire. Donc, cette ambivalence, cet écartèlement permanent pour les hôpitaux, c'est la lutte contre l'hospitalo-centrisme et en même temps, vous êtes bien obligé de le faire parce que sinon les malades ne sont pas soignés. Donc, c'est ça la médecine ambulatoire, c'est de se dire, on donne de nouvelles façons quand c'est possible et quand ça vaut le coup et quand ça le justifie pour les malades. Je n'ai jamais vu une unité ambulatoire se développer juste pour des raisons de logique financière. Et dans les pays dans le monde dans lesquels ça s'est développé, ça marche bien. Si vous êtes une femme avec une menace d'accouchement prématuré, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez avoir votre bébé. Encore une fois, si vous habitez à 100 km de la maternité, vous allez passer 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'hôpital. Avec les hôpitaux, avec ces hôtels hospitaliers, ça vous permet d'être à côté immédiat de l'hôpital. Vous ne déboursez pas un sou, vous avez le confort de l'hôtel au lieu de la rigueur de l'hôpital. C'est ça. Donc il faut qu'on l'explique aux Français, parce que quand vous parlez d'hôtel hospitalier, vous avez des gens qui sont à l'hôpital et qui me disent voilà, ça veut dire quoi ? On va faire encore moins, on va donner moins de crédit. Mais non, on est innovant, on invente. Et en plus, on n'invente rien, ça existe dans 50 pays dans le monde. Voilà. Qu'est-ce que vous ne voulez plus voir aujourd'hui dans l'hôpital français ? Ce qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire une manière de calculer les budgets, c'est-à-dire les moyens qu'on alloue à l'hôpital, et qui serait en quelque sorte, qui donnerait pour résultat, en quelque sorte, d'arriver à la fin de l'année avec moins de budget pour faire fonctionner, alors que les personnels et les malades ont besoin de ce budget, pour faire court. Il y a eu un exemple qui est à l'origine finalement de la crise, elle n'est pas le fait du hasard. On a quand même, on a eu un déficit extrêmement important pour cette année. Pourquoi ? Parce qu'on a changé la règle du calcul de la T2A, cette fameuse... budget alloué aux hôpitaux. Voilà. Parce qu'on a fait moins finalement de projections, comme ça a été dit tout à l'heure, et on a eu moins de moyens, et donc on a eu moins de personnel. Alors le personnel s'est retrouvé étouffé. Je ne suis pas évidemment un administratif, mais je pense qu'on peut réfléchir pour éviter ça. Il faut qu'il y ait un petit pourcentage d'humanité, entre guillemets, et qui ne grève pas les budgets, qui permettent aux équipes de travailler dans des conditions
humaine et qui évite que les gens se retrouvent à cran et en burn-out. Ouais. En tout cas, il y a 3 mois de concertation qui est lancée 3 mois, c'est très bien. Le gouvernement avant de statuer sur la réforme. Il y a de l'enthousiasme. Un mot quand même, parce qu'on profite de votre présence pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est aussi une femme qui est décédée de la rougeole à Poitiers, parce qu'il y a une épidémie dans la région Nouvelle-Aquitaine depuis le mois de novembre. C'est encore possible en France ? C'est anachronique, scientifiquement, médicalement. C'est anachronique, c'est-à-dire qu'on ne devrait plus avoir d'épidémie de rougeole. La couverture vaccinale en matière de rougeole a diminué de façon dangereuse dans notre pays. Et c'est bien pour ça... Et c'est parce que cette couverture a diminué qu'on assiste forcément. Oui, par définition, une couverture vaccinale, ça veut dire que plus vous avez de gens qui sont vaccinés, moins le virus circule, moins vous avez de risque de l'attraper. Et il y a des gens qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons de contre-indication médicale. C'est ces personnes-là qu'il faut protéger, ces enfants-là notamment. C'est bien ce qu'on a dit pendant tout le débat parlementaire sur l'obligation vaccinale. On a dit la rougeole revient. On a dit d'autres maladies qui n'existent plus dans plein de pays. Je crois qu'en Amérique latine, il n'y a plus de rougeole depuis... Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'on puisse étendre la couverture vaccinale. Alors, on ne va pas profiter malheureusement, c'est terrible ce qui arrive à cette femme, pour dire, vous voyez, c'est pas ça la logique, mais c'est de dire aux Français, vous voyez, il y a un vrai sujet. C'est normal qu'on ait du débat, c'est normal qu'on l'explique, c'est normal qu'on suive l'application de cette réforme sur l'extension de l'obligation vaccinale, mais quand on dit, quand les conférences de médecins, quand tous les scientifiques du monde entier, quand l'Organisation mondiale de la santé, quand l'ONU, quand tout le monde vous dit qu'il faut étendre la couverture vaccinale contre des maladies potentiellement très graves comme la rougeole, eh bien, peut-être que c'est pas pour des raisons, pour faire plaisir au labo, comme le disent certains insoumis, ou parce qu'on est des fous dangereux, comme disent... Comment ? Le vaccin, c'est de l'obscurantisme, c'est quoi ? Mais il y a une forme naturaliste, c'est-à-dire poussée jusqu'à l'extrême. Il y a une forme un peu... il y a des gens... Encore une fois, moi je considère que si on n'arrive pas à convaincre les gens, c'est qu'on n'est pas bon pour les convaincre. Donc il faut qu'on soit meilleur pour les convaincre. L'obligation ne crée pas la confiance, on est d'accord. L'obligation, elle crée l'assurance de réduire la circulation des virus et donc l'assurance qu'il n'y aura pas ou beaucoup moins de morts dans les années à venir de maladies évitables. Mais il faut qu'on soit meilleur sur les explications, c'est évident. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus sur le plateau de LCI. Restez avec nous. L'info continue, c'est le journal tout de suite.